Ça y est, j'arrive enfin à trouver le temps pour vous tourner un nouvel update lecture. Alors aujourd'hui, j'ai pas mal de lectures à vous présenter, donc je vais diviser l'update en deux. Je vais en tourner, enfin, ça changera rien pour vous parce qu'il y aura un update aujourd'hui et un update qui sortira plus tard, mais pour moi, ils seront tournés à la suite, puisque j'ai plein de lectures à vous présenter dans le cadre du petit mois petite lecture, parce que j'ai quand même pas mal dégommé de livres sur le mois de février, et j'ai également quelques graphiques à vous présenter. Je vais commencer par les graphiques et notamment par les mangas. J'ai lu dernièrement le dernier tome sorti de Arte de Kei Okubo, qui chez Komiku Édition, je crois que c'est Komiku, oui c'est ça. Je peux pas tellement vous en dire sur cette saga, si ce n'est que c'est toujours aussi plaisant. Le seul petit défaut, enfin pas défaut, mais le seul petit hic avec cette saga, c'est que comme elle est très complexe au niveau des dessins, l'autrice met beaucoup de temps à les produire et donc il y a beaucoup de temps entre chaque tome, il y a à peu près 6 mois. Donc c'est très frustrant, mais c'est toujours aussi chouette. Arte va dans une nouvelle ville, donc on change complètement de géopolitique et on change complètement de dynamique. C'est toujours aussi sympa et j'ai hâte de savoir ce que la suite réserve à notre jeune héroïne. J'ai également continué la saga Promised Neverland de, je ne sais jamais parce que je ne l'ai pas assez dit, de Kei Yoshirei et Posuka Demosi. C'est le tome 6 et le tome 7. Donc là, c'est pareil, la saga prend une tournure complètement différente. Donc j'aime beaucoup le sens dans lequel ça va. On est toujours autant dans l'horreur, clairement. On est dans un monde futuriste assez sordide et assez glauque dans lequel évoluent ces enfants. J'aime énormément la direction que ça prend. J'attends de voir si ça va pas s'essouffler, mais a priori, si déjà au tome 7, ça n'est toujours pas le cas, je pense que c'est plutôt bon signe pour la suite. Et enfin, j'ai découvert dernièrement Grendel, le premier tome de Mako Okawa chez Komiku Édition. C'est une nouvelle saga qui est en 3 tomes que ma bibliothécaire m'a recommandé. C'est une saga de fantasy. J'ai lu que le premier tome, donc je vous en parlerai dans le prochain update où je vais lire les tomes 2 et 3 parce que je les ai. J'aime beaucoup, il y a juste que j'ai un petit souci au niveau de la perspective par rapport au dessin par moment, mais par contre je trouve l'histoire hyper intéressante et je pense que je n'avais jamais lu d'univers fantasy en manga. Donc pour l'instant c'est une super découverte. Il y a juste ce petit bémol par rapport aux perspectives sur le dessin, mais sinon c'est vraiment l'intrigue est vraiment super chouette. Et enfin, le dernier graphique que je vais vous présenter, c'est la trilogie du Lac de Feu de Nathan Fairbairn et Matt Smith chez... J'ai jamais la maison d'édition. J'ai jamais les maisons d'édition des graphiques en fait. EP, je sais pas ce que c'est EP comme maison d'édition. On va suivre des Templiers en 1220 dans les Pyrénées, à l'époque des croisades. Et il va y avoir évidemment une part assez fantastique avec des créatures un petit peu bizarroïdes, un petit peu carrément fantastiques, des monstres en fait, des extraterrestres. Et donc, il va y avoir cette espèce de mélange entre l'histoire avec les Templiers et d'un autre côté, ces créatures venues de l'espace qui ne sont absolument pas réelles. Alors, c'était une lecture, moi j'ai lu les 3 tomes, c'est une lecture que j'ai bien aimée, mais il faut vraiment se laisser porter par l'espèce de combo Templier extraterrestre. Il y avait un film comme ça qui était sorti à une époque c'était Cowboy contre Martien, un truc comme ça. Voilà, ça fait partie des mélanges qu'on voit pas très souvent. Ça passe ou ça casse. Là, en l'occurrence, c'est plutôt sympa, c'est plutôt divertissant. J'ai bien aimé les dessins. Après, l'intrigue n'est pas incroyable. On est surtout sur de l'action et on n'est pas sur de la profondeur des personnages, de la densité de l'histoire, tout ça, pas tellement. Mais ça reste un divertissement hyper sympa. Sur 3 tomes, je crois que c'était au rayon young adulte ou jeunesse. Mais voilà, ça passe quoi. Bon, je ris parce que je viens de vous chroniquer Témoin indésirable d'Agatha Christie et j'ai oublié de rallumer la caméra, donc j'ai parlé pendant 3 minutes pour rien. Donc je vais recommencer en essayant d'avoir un petit peu le même type d'analyse, entre guillemets. Alors, Témoin indésirable, on va suivre la famille Argyle où la mère a été tuée et un des enfants a été accusé 2 ans plus tôt. Enfin, a été accusé et 2 ans plus tard, en fait, il y a une personne qui arrive chez eux et qui vient dire, ben voilà, le fils qui a été inculpé pour le meurtre de sa mère, en fait, il avait cité un témoin et il se trouve que ce témoin, c'est moi. Je ne pouvais pas venir avant, mais maintenant je suis là et ils sont tous là. Ah mon Dieu, mais si c'était pas lui, mais alors c'était qui? Et donc il va y avoir toute une espèce
d'atmosphère très pesante, très lourde sur la famille, avec on va tous se regarder de travers, tout le monde va accuser tout le monde, enfin voilà, tout le monde va se remettre en question, ça va mettre le bazar dans les relations et du coup c'est hyper intéressant. Le seul petit bémol que j'ai trouvé à cette lecture, c'est que dans ce livre, les enfants sont adoptés. C'est mis dans la 4e de couverture. J'ai vérifié avant. De toute façon, vu que j'avais déjà vérifié avant, je le sais. Donc du coup, les enfants sont adoptés et Agatha Christie a une vision peut-être un petit peu vieillotte des enfants adoptés et de ce lien filial qu'il peut y avoir entre les parents et les enfants qui ne sont pas du même sang. Moi, ça ne me correspondait pas à ce niveau-là et j'avais envie de vous le dire parce que je trouve ça important de dire quand il y a des sujets qui sont traités pas de façon problématique. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas forcément problématique, mais ça ne correspond pas à mes valeurs. Et après, ça m'a pas empêché de faire une super lecture. Je l'ai lu en lecture commune avec Clairette Miranda. Et ça m'a pas empêché d'accrocher à cette lecture. Même si j'ai trouvé le coupable, je crois, avant la fin, ça reste, Agatha Christie, ça reste des lectures très prenantes dans lesquelles on se plonge sans aucun souci. Ça fait pas partie de ces livres où il y a 50 000 personnages qui sont cités dès la première page, on s'en sort. Et donc, voilà, il se lit facilement, justement parce que des fois, moi je trouve que des fois, Agatha Christie, on se noie un petit peu dans tous les personnages, ce qui n'est pas le cas, parce que là, on est quand même assez centré sur la famille et quelques personnes extérieures à la famille. Et on est quand même sur presque un huis clos, parce qu'on va rester dans ce cadre, dans ce foyer familial, dans cette maison. Donc ça, c'est une lecture super sympa, mais que j'ai trouvé un tout petit peu vieillissante par rapport, même si je pense que dans les années 60, il n'y avait déjà pas forcément ce rapport à l'adoption, mais en tout cas, c'était pas forcément mon point de vue sur ce sujet-là. J'ai lu, alors peut-être pas ensuite parce que je ne les ai pas mises dans l'ordre, mais j'ai lu L'Appel de Cthulhu de H.P. Lovecraft chez Point. C'est une lecture, alors moi j'avais jamais lu de Lovecraft, j'avais très envie de découvrir cet auteur et c'était ma libraire qui m'avait conseillé de lire celui-ci. Et alors j'étais prévenue, j'avais vu le reportage sur Arte sur les mondes, sur la SFFF, enfin non, sur la fantasy fantastique. Donc je savais déjà qu'il y avait une part dans les écrits de Lovecraft qui était problématique. Donc en partant de ce postulat-là, je n'ai pas été non plus surprise de voir certaines choses. Il y a en amont, il y a une préface, une introduction de François Bon, qui a également fait la traduction, c'est ça que je vérifiais. Et il y a également une postface, pareil, de François Bon, qui recontextualise un petit peu les écrits de Lovecraft et qui surtout explique que ça a nuit en fait à sa reconnaissance par ses pairs et notamment ça a fait que, c'est pas l'élément, mais ça n'a pas joué en sa faveur et ça n'a fait qu'envenimer en fait sa colère vis-à-vis des populations noires américaines. Et donc, dans ce livre-là, en fait, c'est ça qui m'a posé problème, c'est la façon dont Lovecraft va parler des personnes de couleur de manière générale. C'est un récit horrifique où on va suivre en fait un personnage qui va faire des recherches sur une créature fantastique qui a priori s'appellerait le Cthulhu. Donc, ça se dit le Cthulhu a priori, si je ne me trompe pas. Et donc on va suivre en fait cette montée dans l'angoisse, dans l'horreur, dans ce monstre que personne ne nomme, que personne ne voit. Et en fait, Lovecraft est très très fort là-dessus parce que en fait, il va faire naître il a fait naître en moi, en tout cas en tant que lectrice, une montée en angoisse et en oppression avec cette créature qu'on ne voit jamais en fait. Mais la façon dont il décrit l'horreur, elle est incroyable et c'était vraiment, j'ai adoré l'écriture de Lovecraft, j'ai adoré le récit, vraiment c'était un régal de lire ça et de voir la qualité de la plume, vraiment c'était top. Sauf que de temps en temps, il y a des petites phrases et des petites phrases assassines carrément racistes qui, moi, m'ont posé problème. Donc, à l'heure actuelle, j'ai pas encore défini si je continue à lire du Lovecraft en me disant bon, ok, c'est un gros misogyne, un gros raciste, bon, ben voilà, faut faire avec, et puis quand on voit ces phrases, on fait comme si elles n'existaient pas parce que ça reste un auteur très bon. Ou alors je me dis, mais en fait, des auteurs très bons, il y en a plein, et il y en a qui ne mettent pas des phrases de ce type-là et qui vont pas me poser problème. Donc je sais pas trop, j'ai pas encore défini parce que l'ouvrage de Lovecraft dans l'écriture de la SFFF, c'est quand même un poids qui est assez colossal. C'est comme ne pas lire du Tolkien quand on lit de la fantasy.
On peut, mais c'est quand même un petit peu la base et c'est là-dessus qu'après a été construit tous les mondes, tous les univers qu'il y a pu y avoir derrière. Alors c'est marrant parce que François Bon, il en parle de Tolkien et il dit que justement Tolkien, il n'a jamais mis ce genre de choses dans ses ouvrages et que même si on a essayé de raccrocher les œuvres de Tolkien à des extrêmes, on le sait, c'est comme les œuvres de Wagner, elles ont essayé d'être rattachées aux extrêmes. En fait, les auteurs n'ont jamais voulu que ça soit mis dans ces pensées politiques nauséabondes. Donc, je suis un petit peu mitigée avec Lovecraft. Si vous en avez lu, si on vous a déjà conseillé des titres qui n'étaient pas problématiques, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'irai évidemment voir sur les mots de l'imaginaire parce qu'elle en a longuement parlé déjà de Lovecraft. Mais voilà, c'est dommage parce que c'était quand même une lecture incroyable et en même temps, s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été un véritable délice. Le livre que je vais vous présenter après, c'est l'opposé exact du livre que je viens de vous présenter. Il s'agit de L'architecte de la vengeance de Tony Onyebuchi, chez Albin Michel Imaginaire. D'ailleurs, petite rectification, ce qui est dit sur Tolkien, ça n'est pas dans le livre précédent, c'est dans celui-ci. D'ailleurs, pour le citer exactement, Tolkien a déclaré qu'il déteste l'allégorie sous toutes ses formes. Donc c'est bien dans celui-ci en fait que l'auteur vient nous parler de Tolkien et du fait qu'on ne pouvait pas rattacher ses œuvres à des pensées extrémistes politiques. On va suivre ici une jeune fille qui s'appelle Ella et qui a un don de pyrokinésie. Et elle vit dans une Amérique assez apocalyptique, mais pas dans le sens, il n'y a pas eu d'apocalypse, mais dans le sens où il y a des guerres entre les gangs et tout ça. Donc elle vit dans des quartiers chauds, je crois qu'elle vit à Harlem, elle vit avec son frère et sa mère. Et en fait, c'est assez particulier, le récit est assez particulier, on va la suivre elle, mais on va surtout suivre son frère en fait, et on va suivre la longue descente en enfer de son frère. Et ce livre est très particulier parce qu'en fait, c'est surtout au-delà de la part fantastique, parce que la part fantastique c'est minime, c'est surtout une dénonciation de la condition des Noirs américains et du non-respect de leurs droits. Et en fait, l'auteur a fait des études de droit et a été témoin d'horreurs qui ont pu être pratiquées notamment par les forces de l'ordre sur les personnes de couleur aux États-Unis. Et en fait, il va venir dénoncer ça à travers un récit qui est pas cru, mais qui est très particulier et dont j'ai pas forcément l'habitude dans le genre fantastique, parce que là c'est vraiment du fantastique, c'est pas de la fantaisie, et qui peut être dérangeant, et en fait c'est du fantastique dénonciateur. Alors, je sais pas si ça existe, mais en gros le principe c'est que l'auteur va se servir on va dire d'un univers qui n'existe pas, un univers fantastique, donc là où Ella a un don, pour venir dénoncer des atrocités et des horreurs qui peuvent se passer dans un monde qui, lui, est bien réel. Il y a une première partie, enfin, il y a une grosse partie, c'est le bouquin, et une deuxième partie, ça s'appelle les articles. Et en fait, vous voyez, c'est un petit peu plus petit, c'est un ouvrage assez court. Et la deuxième partie, en fait, il va venir vraiment plus creuser sur, un petit peu plus sur ce qui a pu se passer, des drames qui ont pu se passer aux États-Unis. C'est assez catastrophique de voir qu'en 2023, malheureusement, on en a conscience, ça existe encore. Et c'est un ouvrage qui est très percutant et qui est très... je savais en le lisant que j'allais avoir du mal à vous en parler parce il peut être dérangeant, parce qu'il vient dénoncer beaucoup de choses. Dérangeant parce qu'il vient me positionner. Moi, personnellement, il est venu me poser des questions en tant que jeune femme européenne blanche, et de ma condition, et des droits que j'avais, et de tout ce que je n'avais pas conscience, même si on s'en rend de plus en plus compte, mais de tout ce à quoi j'ai droit, de par ma naissance, et tout ce à quoi ils n'ont pas le droit, de par leur naissance, tout simplement, d'être né dans le mauvais quartier, d'être né avec une couleur de peau différente, et c'est catastrophique, en fait, de voir à quel point ça va influer sur leur vie, ça va influer sur... on a un raccourci qui est fait sur la vie du frère d'Ella, et en fait, on voit très bien que tous les petits éléments qui ont pu l'amener à aller de plus en plus dans l'horreur, bien malgré lui, en fait. Et il y a en même temps ce côté presque, pas chevaleresque, mais presque lumineux de la présence d'Ella et de son pouvoir, en fait, qui fait que on a toujours une petite lumière au bout du tunnel et on ne tombe pas non plus dans un roman noir de base avec la condition d'un homme qui finit mal. On a également cette part de source lumineuse qui vient éclairer un petit peu le récit, même si
il faut pour qu'on puisse bien en prendre conscience, il faut quand même que le récit soit noir, en fait. On n'a pas le choix. Parce qu'on ne peut pas... on peut pas édulcorer, on ne peut pas rendre joli ce genre de choses parce que c'est trop grave en fait. Normalement, les 2 livres suivants, ça devrait être un petit peu moins compliqué, même si les histoires sont un petit peu complexes, mais de manière différente. Mais là, c'était vraiment... ce genre de livre, j'apprends toujours un petit peu d'en parler parce que j'ai toujours peur d'utiliser les mauvais termes. J'ai toujours peur de me tromper et j'ai tellement pas envie de blesser les gens, j'ai tellement pas envie de minimiser l'impact que ça peut avoir sur certaines communautés que j'essaie toujours de faire attention. Mais voilà, je ne suis pas à l'abri de faire une bourde. Si jamais c'est le cas, encore une fois, à chaque fois que je fais que je vous parle de ce genre d'ouvrage, j'en suis sincèrement navrée, mais ce sont des ouvrages qui sont nécessaires en fait, pour que justement on puisse sortir un petit peu de nos œillères et qu'on prenne conscience que malheureusement il y a des choses qui sont extrêmement dures ailleurs. Le livre que je vais vous présenter ensuite, c'est un petit coup de cœur, mais alors ça n'a rien à voir. On est sur du bonbon, sur de la douceur, sur de la légèreté, et ça fait du bien, parce que là, globalement, les 2 livres précédents, oui, les 3 livres précédents, il y avait quand même des éléments assez sombres. Donc du coup, là, les 2 prochains, ça fait du bien d'avoir un peu plus de légèreté. J'ai lu ensuite Élévation de Stephen King. C'est un tout petit King que j'avais acheté au mois de février. Je l'ai lu dans le cadre de la nuit du King organisée par Sèvres, il est bien ce livre. Je l'avais acheté aussi parce que Sèvres, dans son carnet, avait dit acheter un petit livre pour le mois de février, pour le mois petite lecture. Donc, je me suis régalée avec ce livre de Stephen King, qui est, je pense, mon préféré de l'auteur. Jusqu'à présent, mon préféré de l'auteur, c'était Marche ou crève et Le Fléau, on va dire à égalité. Mais là, il est tellement différent, il est tellement beau, il est tellement lumineux ce livre que je l'ai adoré. On va suivre ici l'histoire de Scott Carey, c'est dur ce matin. On va suivre ici l'histoire de Scott Carey qui a un problème puisque du jour au lendemain, il monte sur sa balance et il comprend pas, son poids descend. Son poids descend mais sa masse corporelle ne bouge pas. Donc lui, il continue à perdre du poids, il voit bien qu'il va perdre du poids, donc il va en parler à un de ses amis qui est médecin. Mais à côté de ça, il ne va pas, maigrir, il ne va pas perdre en masse corporelle, donc il ne comprend pas ce que c'est que cette perte de poids en fait. Son ami va essayer de le conseiller et en fait, Scott va prendre conscience de la fragilité de sa vie et va donc venir se tourner vers de nouvelles personnes et créer de nouvelles relations. Et c'est ça toute la beauté de l'histoire, c'est toutes les relations qu'il va créer pendant ce laps de temps qui va être assez court et qui va être vraiment super chouette. Il y a pas mal il y a de la représentation dans ce livre, mais il y a surtout des relations d'amitié qui sont très très belles. Et c'est juste une histoire qui est extrêmement positive. Et je crois que je n'avais jamais lu, c'est même sûr, je n'avais jamais lu un roman de King aussi lumineux et aussi joyeux en fait. Jusqu'à présent, j'ai lu Charlie, Shining, L'Histoire de Lysée, Colorado Kid. Qu'est-ce que j'ai lu J'en ai lu quelques-uns, Le Fléau, Marche ou crève. Mais les Atomic Knocker, mais jamais j'avais eu ce sentiment de me dire ah ouais King, il m'a mis la banane quoi. Non, c'est jamais ça, jamais. Généralement c'est plutôt genre il y a quelque chose de poisseux, il y a quelque chose de souvent dérangeant, il va gratter là où ça fait mal et ça fait du bien pour une fois d'avoir un ouvrage qui n'est pas de ce type-là. Voilà, ça change un petit peu de voir qu'il est capable, non, j'en doutais pas, mais d'avoir un livre qui est vraiment sur une note extrêmement positive et belle en fait. Moi j'ai trouvé que dans ce livre King il nous montrait sa foi en l'humanité et ça change un petit peu parce que c'est pas forcément ce qu'il caractérise d'habitude. Donc ça a été un véritable coup de cœur et comme il est tout petit je pense que je le relirai parce que je l'ai trouvé tout tendre, tout beau en fait et vraiment il m'a redonné, enfin j'ai pas besoin de ça mais il redonne foi en l'humanité je trouve. Le dernier livre que je vais vous présenter sur cette update c'est un coup de cœur. Il s'agit de Confluence de Sylvie Poulain, le premier tome, Ce qui naît des abysses chez Bragelonne. C'est un livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition, d'ailleurs que je remercie, pour voilà, l'attaché de presse cherchait des chroniqueurs sur Instagram pour chroniquer ce livre, évidemment. C'est très redondant ce que je dis. Et moi, je ne connaissais pas du tout Sylvie Poulain, je connaissais un peu le pitch, mais pas trop, donc je me suis lancée. On va suivre ici l'histoire de l'humanité au XXIe siècle. Oui, c'est ça, au XXIe siècle. En fait, ça a été la catastrophe climatique. Les eaux ont en gros presque envahi la totalité de la surface de la planète. Et donc, les humains doivent survivre bon gré mal gré dans l'eau, et sous l'eau et dans l'eau. Et on va suivre en particulier un jeune soldat, un Atlante, qui s'appelle
Wolf Douglas, et qui est au service donc de cette espèce de groupuscule, de cette armée qui s'appelle l'Atlante, qui est au service évidemment de politique, et qui va en fait venir, qui va venir attaquer un autre peuple qui s'appelle une autre communauté qui s'appelle Providence, parce qu'ils n'auraient pas souscrit à un code en fait qui est donné par les politiques. Et en fait, en venant attaquer Providence, Wolf Douglas va venir faire la rencontre d'une jeune fille qui s'appelle Gianne. Et en fait, à partir de là, ils vont se retrouver tous les deux, parce que voilà, ils vont se retrouver tous les deux. Et il va y avoir une amitié qui va naître entre les deux personnages, et ensuite on va les suivre, et suivre évidemment d'autres personnages. Il y a également beaucoup de jeux politiques, parce que on va comprendre en fait comment ce monde-là est régi par les politiques, qu'est-ce qui a été mis en place. C'est mis dans la 4e de couverture, que c'est entre Avatar et Abyss. Et alors, j'ai pas vu Avatar 2, mais en tout cas, il y a un côté très Abyss avec ce côté effectivement. Alors moi, j'ai pensé à Abyss et à Waterworld, je crois, avec Kevin Costner, avec ce côté survivaliste sur l'eau. Mais il y a aussi effectivement une grosse partie politique avec les personnages. Alors moi, au début, j'ai eu un petit peu de mal à situer qui était qui, mais au bout d'un moment, voilà, ça se met quand même assez vite en place. Il n'y a pas énormément de personnages, et surtout on les reconnaît vite entre les personnages qui sont dans le sous-marin qu'on va suivre après plus particulièrement, ceux qui sont plus dans le politique, et nos deux personnages principaux. J'ai beaucoup aimé les personnages. Alors, ce qui fait que c'est un coup de cœur, c'est que j'ai beaucoup aimé les personnages principaux, que ce soit Wolf et Gianne, mais pas que. J'ai énormément aimé tous les personnages qui gravitent autour d'eux. J'ai beaucoup aimé le monde, l'univers dans lequel Sylvie Poulain nous plonge, et en fait, que j'ai trouvé très cohérent. Alors, il faut savoir que l'autrice a mené une carrière militaire dans l'aéronautique navale. Ça se sent, parce que, en fait, ce genre d'ouvrage, je pense, ça ne tolère pas la médiocrité au niveau de la connaissance scientifique. Et en fait, justement, c'est pas du tout le cas, et on est vraiment hyper immergé dedans, parce que c'est très précis, mais sans pour autant nous noyer. Ouais, je vais utiliser tout le jargon lié à l'eau, vous allez voir. Mais du coup, c'était vraiment super sympa. Le seul tout petit bémol que j'ai trouvé, c'est qu'à la fin, il y a un personnage que j'ai pas trop aimé, qui est un peu présent, mais voilà, il a ses raisons d'être là, et voilà. Après, on part sur autre chose. J'aurais aimé qu'on soit un tout petit peu plus dans l'eau, mais bon, on l'est quand même une bonne majorité du temps, donc c'est très chouette. Et justement, c'est pas trop pesant, parce qu'il y a aussi ce subtil dosage à faire entre dans l'eau, mais pas trop non plus, parce qu'au bout d'un moment, je pense que je me serais lassée si on était tout le temps avec l'oppression, oh mon dieu, les gros poissons, machin. Voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, ou enfin la baleine qui se mord la queue, et donc on aurait un peu tourné en rond, et là, c'est pas le cas en fait, puisque l'autrice, elle arrive à nous faire des petits rappels de temps en temps. Hop là, je vous rappelle qu'on est dans un monde apocalyptique sous l'eau, mais c'est pas non plus ça qui va dominer en fait. Mais on n'oublie jamais non plus. Mais bon, après, c'est bien dosé. L'écriture de Sylvie Poulain, elle est d'une finesse incroyable. C'est vraiment très très fin, c'est très chouette. Et je me suis plongée là-dedans, enfin dans ce bouquin avec délice. Je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai eu quelques petits échanges avec l'autrice sur Instagram. Et en plus, c'est avéré que c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Donc ça me donne encore plus envie de lire son 2e tome. Donc je ne peux que vous encourager à aller découvrir cet ouvrage chez Brajlon. Alors la couverture est très jolie, mais je trouve qu'on ne la voit pas forcément très bien. Ouais. Elle est très jolie, mais c'est surtout, voilà, c'est un super ouvrage. Je regardais le prix, mais bon, il les vaut bien, 22 €, c'est quand même un gros bébé. Et il est vraiment très dense, et c'est une lecture que je pense que je finirai par relire, parce que j'ai trouvé vraiment, je pense qu'il peut y avoir plusieurs lectures à ce livre, dans le sens où c'est tellement précis que je peux le relire sans me lasser de par la densité de l'écriture en fait. On est vraiment sur une écriture d'une super qualité. Donc voilà, c'était vraiment très très chouette. Ça fait partie de mes coups de cœur 2023, je sais plus combien il y en a, je crois que j'en suis à 2 ou 3. Mais celui-ci va dedans avec plaisir. J'ai hâte de savoir ce que le 2e tome va nous réserver. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui, vous voyez, fut assez hétérogène. Parce que j'ai eu des lectures très différentes, avec des lectures très vieillottes, et en même temps des lectures très modernes, puisque celui-là il vient de sortir, et en même temps il y en avait un, il avait 60 ans, donc plus de 60 ans même. Donc voilà, c'est vraiment des lectures très différentes,
Et c'est marrant parce que bah, je prends autant plaisir à lire les uns que les autres. En fait, c'est pas parce qu'un ouvrage est récent que je vais prendre plus de plaisir à le lire. Ça va dépendre vraiment s'il me correspond ou pas. Mais voilà, c'était un vrai régal de lire tous ces bouquins. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et j'espère que vous allez bien. En barre d'infos, comme d'habitude, avant que je vous quitte, vous avez toujours les ouvrages. Je vous les liste toujours avec bah, les auteurs et tout ça. Comme ça, si vous avez besoin d'avoir les références, n'hésitez pas. Vous avez toujours également le Patreon, mon compte Patreon, mon compte Babelio, mon compte Instagram et je sais plus quoi, et ma wishlist. Voilà. Sur ce, je vous quitte et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!